société. Donc on va vous faire comprendre tout à l'heure ce qui va dans la société. On va commencer sur l'économie du Togo. Alors selon le dernier rapport du FMI, le solde primaire au Togo est négatif depuis 2012, environ moins de 53 milliards de francs CFA, et restera jusqu'en 2020, comme cela a été prévu, à 2020 jusqu'à moins 10 milliards 84 de francs CFA. Donc à ce niveau, on a une aggravation du déficit budgétaire, augmentation accrue de la dette publique, sortie illicite aussi des capitaux. Il y a la balance des transactions courantes qui est négative, et cette situation oblige le Togo à s'endetter davantage. FMI dit que le Togo a une dette globale de 62,5% du PNB, soit 1 milliard 536 millions de francs CFA. Alors, le Togo sera endetté en 2020 de 2 milliards 67 millions de francs CFA. Alors, je voudrais quand même laisser nos chers panélistes pour nous dire ce qu'ils pensent. Alors, monsieur, je vais commencer avec le professeur Youssoufou. Professeur, alors, vous connaissez l'état de l'économie du Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'économie du Togo vire au rouge. Merci, monsieur Yves Kenao, Serge Niawa, autant pour moi. Je pense que je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous nous offrez afin de nous prononcer sur cette triste nouvelle sur la situation économique de notre pays, le Togo. Moi, je vais tout simplement dire que le contraire m'aurait surpris. Quand vous voyez la pagaille de la gestion du pays de façon générale, et plus particulièrement de son économie, on peut se dire que le pire, on doit s'attendre au pire. Moi, je pense même que les indications qu'on nous a données tout à l'heure, les informations qu'on a, peut-être par euphémisme, les gens ont voulu ne pas nous alarmer de trop. C'est pourquoi on nous a donné des informations plus ou moins qui ne peuvent pas nous causer des crises cardiaques. Alors, je peux dire qu'il y a des informations cachées que si on nous les livrait, on n'allait pas pouvoir tenir debout, puisque ça devait être trop et pour qu'on puisse les supporter. Alors, je vais d'abord m'indigner du fait que l'on puisse cacher ces dérives économiques, puisque lorsqu'on parle de la sortie illicite des capitaux, cela se retourne directement vers nos gouvernants. Et c'est ce que nous appelons, dans le langage un peu diplomatique, la mauvaise gouvernance. Puisque lorsque les gens se plaignent de la mauvaise gouvernance de nos pays-là, les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment comment cela se passe. Voilà un exemple de cette mauvaise gouvernance, puisque on ne publie rien, on ne dit rien au peuple. Il faut qu'une institution extérieure vienne constater les choses avant qu'on apprenne que notre économie ne marche pas. On nous fait croire que ça marche, on dort, bon, et puis c'est comme ça. Les dettes qui sont en train d'être, c'est pas contractées, qui va les payer? Qui les payera? Donc moi je vais dire tout simplement pour le moment que je suis triste et j'aurais souhaité quand même que l'information soit un peu différente, mais les faits sont têtus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je remercie d'ailleurs le FMI pour nous avoir livré cette information-là, parce que les Togolais vraiment ne savent rien de ce qui se passe au niveau de l'économie. Merci. D'accord, merci. Je crois que à côté de lui, nous avons M. Kassoum Ouattara. Je crois que Kassoum, vous avez compris ce que monsieur le professeur a dit, mais je vous rappelle tout de suite que
le Togo, avec 2 milliards 215 millions de dollars, on dit que il y a cette somme qui a été sortie de manière illicite, et il y a donc eu au Togo, ce que les gens disent ici, sortie illicite d'argent annuellement et en moyenne entre 1970 et 2008 de 56 milliards 80 dollars. Donc en totalité nous avons 825 milliards américains pour le Nigeria, mais pour le moment nous parlons du Togo. Alors, qu'est-ce que vous savez de la sortie illicite d'argent au niveau du Togo? Merci à M. Enyawa. En fait, mon intervention sera un peu différente de mes amis. Je ne suis pas togolais, mais en tant qu'Africain, je ne suis pas un étranger au Togo. D'abord, la première des choses que nous devrons savoir, nous ne devrons pas orienter la politique togolaise dans des techniques. Quand je dis des techniques, c'est-à-dire les dits des FMI, de ce qui sort, de ce qui rentre ou de ce qui l'État est en train de perdre. Ça fait 50 ans qu'il y a un gouvernement au Togo. Et la même personne. Parce que Faure Gnassingbé n'a pas différent de son fils. Et nous disons aujourd'hui que son fils, ce qu'il fait est encore pire que ce qui a été fait par le père. Là, si vous voulez, le Togo est un gâteau pour moi. Je connais bien le Togo. Le Togo, c'est un gâteau. Un gâteau sur une table. Où il y a une famille qui coupe et qui distribue à qui il veut, mais de ses proches. Où il y a une famille qui est au pouvoir, qui décide que tu dois vivre au Togo et tu dois mourir. Et ça a été comme ça depuis 50 ans. Où tout le pouvoir vient du Nord. L'armée, les officiers, tout vient du Nord. L'administration, tout vient du Nord. Un petit pays où il y a phosphate, où il y a de l'argent, n'est-ce pas, pour développer cette nation. Sachant la complicité de la France dans ce genre de gestion des pays en Afrique, ce n'est pas le Togo seulement, c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc j'aimerais que mes amis togolais se concentrent plutôt pas sur les dits des FMI. Vous savez, les FMI, vous êtes aux États-Unis, c'est là-bas ils se trouvent, ces gens-là. Vous savez très bien comment ils prêtent l'argent. Ils n'ont pas l'argent dans une banque là-bas, vous les savez tous là-bas. Voilà. Vous savez ces techniques d'escroquerie. Aujourd'hui, il ne parle pas de Ouattara. Est-ce que Ouattara, vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas en train d'endetter la Côte d'Ivoire? Mais pourtant, même FMI nous dit qu'en 2020, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. C'est des choses qu'il faut éviter pour la politique africaine aujourd'hui. Il faut décider d'une façon africaine. Remplacer les pouvoirs moribonds qui sont à la tête de notre pays et les remplacer par les fils dignes de l'Afrique. Et si nous saurons vraiment construire des États modernes, construire de l'économie vraie. Vous savez, en 84, la Côte d'Ivoire a fait ce qu'on appelle boom économique. En 87, on nous parle de crise économique. C'est-à-dire en 3 ans. Tout ce qui est économie, construisons d'abord notre économie avant d'en parler. La seule chose qui m'intéresse, moi, Kassoum Ouattara, c'est le départ de fils Eya Simbé et Yadima. Tout de suite, et vite fait et bien fait. Parce que le gars a trop assassiné. Ce sont des êtres humains, les Togolais. Ce ne sont pas des animaux. On ne peut pas entrer chez les gens et les enlever, les amener dans les camps militaires et les torturer, les assassiner. Pendant ce temps, les FMI nous parlent de l'économie. Mais ça fait combien d'années depuis, vous avez dit tout à l'heure, depuis 2002. Mais depuis 2002, là, ça fait maintenant combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le rôle qu'ils jouent? Les institutions internationales vis-à-vis de nous, c'est à nous de les amener à nous respecter. Parce que la manipulation qu'ils font là, nous le savons maintenant. Moi, en tant que panafricain, voilà pourquoi j'ai dit mon discours sera un peu différent de leur. Alors, la seule chose qu'il faut faire, Gnassingbé doit partir. Fort là, il doit partir. Ça, c'est urgent. Et ce n'est même pas le problème des Togolais. C'est ça qui est grave dans la situation africaine. C'est-à-dire les Togolais sont assis et les Africains sont là. Ah non, c'est pour les Togolais.
C'est une histoire de Bénin, du Ghana, la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui doit tomber parce qu'il ne mérite pas. Vous savez, le Togolais aujourd'hui, il se trouve au Bénin, il se trouve au Ghana, il se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il n'aime pas chez lui, mais c'est parce que celui qui est là-bas, c'est un monstre. Donc cela concerne tout le monde. Je pense que le débat, c'est là où on doit orienter, n'est-ce pas, ce débat togolais en fait. Voilà ce que je voulais dire. Mon cher Kassou, merci. Je crois que nous sommes au cœur du débat. Nous avons parlé de ce que vous avez dit depuis fort longtemps et nous continuons parce que le problème togolais, c'est un problème qui doit être réglé. Parce que le Togo aujourd'hui représente la plateforme économique au niveau de la sous-région. Sans le Togo, je pense qu'il y aura des problèmes. Raison pour laquelle on parle de l'économie. Monsieur Danga Adolphe, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. D'accord. Je crois que je vous laisse le temps d'atteindre, de parler un peu de ce que vous savez de l'économie togolaise. Oh, mais tout simplement, je suis d'accord avec le frère Kassou. Ce qui se passe au Togo, et comme il a dit, un seul régime qui dirige le pays pour 50 ans déjà et plus. Donc, il y a des gens qui sont des ministres, je dirais, le poste ministériel, c'est devenu un emploi. Comme nous qui enseignons, bon, c'est notre emploi, ils sont des ministres. Toujours, ils ne changent pas, ils ne bougent pas. Et n'importe où ils sont, c'est de piller le pays, c'est tout. Et même là où fort est, il est dépassé. Il faut dire la vérité. Il n'arrive pas à contrôler, même les ministres, il n'arrive pas à contrôler les gens qui sont autour de lui. C'est le pillage total. Et l'argent sort comme ils veulent, l'argent rentre dans leur poche comme ils veulent. Et je suis totalement d'accord que ce qui se passe au Togo doit être une histoire de toute l'Afrique, non seulement l'Afrique de l'Ouest. Mais le mal est que, je me rappelle, le président Gbagbo dit toujours quelque chose, qu'au cours de la colonisation, quand les colons attaquaient un pays, les autres contrées disaient « oh, ça ne nous regarde pas ». Et puis après, on attaque cette partie, ils attaquent l'autre. Actuellement, je vois que les présidents qui nous entourent, c'est-à-dire les présidents des autres pays africains, bon, je dirais certains, ils sont en train d'essayer un peu, mais la plupart, je ne suis pas sûr qu'ils croient que ce qui se passe vraiment au Togo a une vraiment implication sur toute la région. Et ce qui a, moi, je ne suis pas un politicien. Mais quand tu parles de l'économie, tu parles de la politique. Quand tu parles de la justice, et surtout de la justice dans la Bible, mais tu dois parler de la politique parce que c'est des gens qui gouvernent. Quand ils pillent le pays, les gens ne trouvent pas à manger. Et si tu as vraiment un bon cœur pour les gens, tu dois te lever pour dire quelque chose, pour chercher à les défendre. C'est pour cela que je suis ici parmi vous. L'essentiel est que, comme il le disait, Ford doit partir parce qu'il doit comprendre qu'il n'a même pas la même mise sur son propre parti. Il n'a même pas la même mise sur son gouvernement. C'est de l'injustice totale, c'est de l'impunité aussi totale parce qu'il a même peur de punir ceux qui sont en train de piller le pays. Donc, moi, ce que je dois dire, c'est qu'il doit comprendre que pour le bien-être de la population togolaise et de la population africaine, qu'il parte et que quelqu'un vienne et qu'on écarquille les yeux sur la gouvernance de notre pays, le Togo. Merci. Merci, M. Adolphe Danga. J'arrive maintenant à mon cher Kenao. Les fonds sortis clandestinement du pays, c'est-à-dire le Togo, par le système RPT-UNIR, atteignent la somme de 9 milliards 223 millions de francs CFA, dont 8 milliards 233 milliards de francs CFA entre 2005 et 2011. Comment vous pouvez qualifier cela? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, non seulement vis-à-vis de ce que vos camarades ont dit, mais voilà encore une autre situation. Contrairement à ce que beaucoup d'Africains pensent, comme d'habitude, je vais essayer de les décourager un tout petit peu. C'est un découragement, mais une vérité.
pour moi, c'est une vérité. Peut-être pour eux, ça sera un découragement parce que ce n'est pas dans ce sens qu'ils voient les choses. Posez-vous la question, cette sortie illicite des fonds profite à qui? Est-ce au gouvernement togolais, c'est-à-dire que Faure et ses ministres, ou à qui? Voilà, je fais mes analyses dans ce sens que j'ai toujours dit. Je viens de vous lire quelque chose, vous dire quelque chose. Ouais. Les fonds sortis clandestinement du pays par le système RPT UNIR atteignent la somme de 9 milliards 233 millions de francs CFA, soit dont 8 milliards 233 millions de francs CFA entre 2005 et 2011. Oui, j'ai compris la question, j'ai compris. Je vous dis que la sortie illicite profite à qui? Mais au gouvernement. Parce qu'on parle de l'UNI RPP. Votre phrase dit tout simplement que c'est une sortie organisée par UNIR RPT. Donc, ça veut Ça dire... profite à qui? Est-ce que ça profite? La phrase ne nous dit pas si ça profite directement à RPT UNIR. Donc ça profite à qui? À qui? C'est là la question. Vous voulez nous dire que ça profite au chef de l'État ou bien... À qui? Mais quand tu vois les choses d'une manière claire, on dira celui qui est à la gestion, c'est à lui que ça profite. Est-ce réellement ça profite à unir RPT? Est-ce réellement? C'est la question. Mais moi, mes analyses en tant que homme africain, en tant que homme de la diaspora, j'ai analysé les choses autour. Quand Blaise Compaoré était au pouvoir, on avait dit qu'il pillait le pays. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est pauvre. Comment on peut expliquer 27 ans d'années? S'il réellement il pillait le pays, après 2-3 ans, il est pauvre. Mais c'est vous qui dites que Blaise Compaoré est pauvre. Il est parti avec 600 milliards. Ouais. Je vous apprends. Il est parti avec 600 milliards. Je l'ai vu plusieurs fois. On n'a pas dit 600 millions, mais 600 milliards. J'arrive. Parce Donc que... il n'est pas pauvre. Qui vous dit? Je l'ai vu plusieurs... J'ai vu tout Où récemment. sont ces 600 milliards? Je l'ai vu tout récemment. C'est pour vous dire que quand les gens là sont au pouvoir, on a l'impression que le pillage leur profite. Non, on parle maintenant du Togo. Oui. Parce que c'est important. Non, j'ai dit, à l'heure actuelle, on pense que le pillage, c'est Faure Gnassingbé qui le fait et son gouvernement à leur profit. Mais je vais vous surprendre en vous disant que cette sortie illicite, en fait, peut-être c'est le tiers qui va sur le compte de UNIR RPT. Peut-être, je dis bien peut-être. Parce que, comme je l'ai dit, les indépendances en Afrique, en fait, sont des indépendances Sur papier. superficielles. C'est que tout ce que le gouvernement togolais fait est systématiquement contrôlé par un groupe, quelque part, mais pas au Togo. Ça veut dire que l'argent la sort. Nous voyons l'argent sortir, nous voyons les rapports illicitement. Mais à qui profite? C'est pour vous dire que le gouvernement togolais de Faure peut avoir le blâme. C'est que le tort. On peut l'accuser. Mais est-ce que Faure est indépendant? Est-ce que Faure peut agir indépendamment? Pourquoi est-ce que vous le dites? Parce que celui qui est le président de la C'est ce République... que je dis. On nous a posé, on nous a montré que l'indépendance, c'est d'avoir un drapeau, avoir une hymne, avoir une devise, avoir Un territoire illimité. un territoire limité, avec plutôt. ceci. On nous a dit ça. Mais en réalité, Faure ne contrôle pas l'économie du Togo. Donc, sortez de votre réserve. Parce qu'on veut vous entendre. Non, c'est ce que je vous dis. Il n'y a plus de réserve. Je vous dis, Qui contrôle l'économie du Togo? Est-ce que je peux l'économie du ajouter Togo quelque chose? est contrôlée par les maîtres de Monsieur Faure. Diamba, Quand je dis les maîtres de Faure, c'est ceux-là qui se disent, par exemple, FMI contrôle l'économie du Togo, La la Banque Banque mondiale contrôle l'économie du Togo, L'ONU. l'ONU contrôle l'économie du Togo, La France. l'Europe contrôle, l'Union européenne contrôle, la France contrôle. Et je vais vous donner un exemple. Tous les projets économiques du Togo ne sont pas élaborés par le Togo ou par les Togolais.
votre Ouattara qui est présentement ministre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas mon Ouattara, mon cher Kenao. Ce n'est pas mon Ouattara, voilà. C'est le président des Ivoiriens. Je veux vous dire que, à l'heure actuelle, toute la faute, toute la responsabilité tombe sur Faure Gnassingbé. Donc vous le défendez? Vous avez su mon raisonnement. Non, non, c'est une question que je vous pose, allez-y. C'est pour vous dire que la situation du Togo, elle est alarmante. Très alarmante. Mais est-ce qu'en réalité, quelqu'un autre que Faure peut faire autre chose dans le système dans lequel le Togo lui-même il est? Est-ce que Yves Kenao, à la place de Faure, ferait quelque chose de mieux? C'est la question que je me pose. Parce que c'est un système, si vous rentrez dedans, on vous dit, vous devez faire sortir telle somme d'argent. Vous devez verser telle chose ici, dans un compte ici. Mais ne le faites pas savoir aux gens. Mais si vous voulez être président du Togo, vous allez le faire. Ou vous n'êtes même pas élu. Or, tout le monde qui crée un parti politique cherche à être président un jour du Togo. Tout le monde qui crée un parti politique au Togo cherche un jour à être président du Togo. Alors, je dis bien... Il faut changer votre nom de famille. Si je veux réellement résoudre le problème togolais, pour que l'argent du Togo retourne dans les banques du Togo, pour profiter aux Togolais, moi, Yves Kenao, j'attaque le système. Et comment est-ce que vous allez l'attaquer? Chasser Faure du pouvoir, c'est ce que ça veut dire? J'attaque le système. Chasser Faure du pouvoir? Je peux remplacer Faure du pouvoir. Mais si je ne remplace pas Faure du pouvoir, l'argent sortira toujours du Togo. D'accord. Mais ce que je veux dire tout simplement, que Faure est au pouvoir, c'est Faure qu'on va accuser. Mais en fait, est-ce que cette sortie illicite profite à Faure? Mais dans tous les cas, il est au pouvoir. Tout ce qui se passe au Togo, il doit endosser la responsabilité. Monsieur Atisso, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Kenao ou bien? Peut-être je vais aborder dans le même sens que Yves Kenao. Quand on nous dit que des forces sont sorties illicitement du pays, ça veut dire qu'il y a corruption. Donc pour qu'il y ait corruption, il y a un corrompu et un corrupteur. Donc si... Qui est le corrompu et qui est le corrupteur? Voilà. Je dis, il faut deux personnes pour parler de la corruption. Donc, il y a quelqu'un qui corrompt l'autre. Et le bénéficiaire est le corrupteur. Et le corrompu, c'est l'autre. Donc, ici, je place la responsabilité au gouvernement. Donc, pour éviter la corruption, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la question qui doit en découdre après. Mais, selon mes analyses, si aujourd'hui, FMI, qui est toujours confié à la France, vous savez que DSK était le président de la FMI, après lui, c'était Christine Lagarde, c'est toujours la France. Alors, le FMI, qui est censé protéger les mal que font ces gouvernements, et que eux-mêmes, ils profitent de ça, d'un FMI qui ne donne jamais une position sur la situation du franc CFA. Mais le FMI, quelle est la définition même? Le Fonds mondial international. Monétaire international. Voilà. FMI est censé régulariser les monnaies et qui va bénéficier à tous les habitants du monde entier. Et vous donnez encore FMI dit que vous n'arrivez jamais à rembourser. Voilà. FMI est là et le problème du franc CFA est là. FMI ne dit rien. Donc FMI, quelque part, a ses intérêts. Et le FMI est toujours dirigé par la France. Donc si aujourd'hui, la France commence pas à dénoncer Faure Gnassingbé, le gouvernement de Faure Gnassingbé, donc nous devons imaginer que quelque chose se profile à l'horizon. Donc si aujourd'hui la France commence pas à dénoncer ce que Faure Gnassingbé fait de mal, Faure Gnassingbé n'entretient pas son économie, Faure Gnassingbé, l'économie est dans le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose se profile à l'horizon. Donc si aux Togolais d'être debout et quand l'occasion va venir de sauter sur l'occasion et d'endiguer tous ces mal à leur pays et que le Togo revient
aux Togolais. D'accord. Je vous remercie. Je crois que nous n'allons pas attendre la France ou bien FMI de parler de l'économie togolaise pour que les Togolais puissent s'élever. Parce que l'histoire d'un pays, c'est nous qui devions essayer d'en trouver les solutions. Parce que celui-même qui ne peut pas. Justement, mais aujourd'hui, Monsieur Kenan, on voit que la population ne travaille plus. Tout le monde est sur la rue pour demander le départ du président. Donc, si on sait que le pays est paralysé, comment sera l'économie? Et ensuite, je vais enchaîner avec ceci. Le Togo qui a adhéré à la BID en 1998. La BID, c'est quoi? Banque islamique de développement. Ça, c'est une banque de l'Arabie Saoudite. Et voilà, qui vient de couper avec le Togo suite au vote du Togo contre le truc de... Alors que depuis 1998, le Togo a bénéficié de cette banque de environ 234 millions de dollars US. Donc ces fonds sont coupés maintenant. Alors, quelle couleur est pire que le rouge? C'est ce couleur-là que nous attendons vers. Il faut donc activer le Togo pour que faut pas. Voilà. Vous savez, ce qui m'étonne un tout petit peu, vous voyez le rapport dont vous parlez, mais c'est cette même Banque mondiale, c'est FMI là encore, qui vont aller dire au Togo, qui vont aller faire des prêts encore au Togo pour dire recruter, organiser ceci, organiser cela, organiser ce sommet là ici, ce mois là au Togo, organiser ceci. C'est là que je dis... D'accord. Et si on compare la situation aux pays européens, prenons par exemple la Grèce. Quand la Grèce a eu ces problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recommandations à la Grèce. Mais quand ça arrive en Afrique, on ne fait pas de recommandations, on vous fait encore des prêts à taux exorbitants qu'on va vous encore vous serez plus endetté. PTE, on essaie de redire vos... Oui, on reviendra quand on aura analysé le Monsieur le professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne continue? Bien sûr que oui. Moi, j'ai plutôt une question à mon frère Yves Kenaon. Je vais poser cette question à monsieur Yves. Monsieur Yves, si un voleur venait chez vous et vous volait de l'argent, lorsque vous cherchez votre argent, vous cherchez à rattraper le voleur et lui demander votre argent, ou bien vous allez là où vous allez demander à celui-là, supposé, qui aurait reçu l'argent. Parce que lui n'est pas venu chez vous, c'est le voleur qui est venu chez vous prendre votre argent. On vous dit voilà votre voleur, vous dites non. Moi, je vais plutôt aller m'attaquer, je vais chercher là où il a déposé l'argent, je vais chercher celui à qui il a remis l'argent. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Merci grand frère pour la question. Monsieur le professeur, si je sais celui à qui on a donné l'argent, c'est l'argent qui m'intéresse moi. Le receleur. Celui qui a pris l'argent là, c'est l'argent qui m'intéresse. Si je ne le connais pas, là je peux poursuivre mon voleur. Mais si je connais directement celui à qui on a remis, le voleur a remis l'argent, je vais aller chercher mon argent. Vous avez raison, dans la plupart des cas, c'est celui qu'on a vu prendre l'argent, c'est celui-là qu'on poursuit et qu'on arrête pour lui demander où est-ce que vous avez déposé l'argent, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent. Donc il faut poursuivre. Donc il faut poursuivre celui qui a pris l'argent, qui a volé l'argent. Ce que vous attendez même d'ailleurs. D'abord, il faut poursuivre celui qui a volé l'argent. Mais si je connais déjà celui à qui on a remis l'argent, je vais directement attaquer celui à qui on a remis l'argent. Puisque j'ai déjà mon voleur, je le connais déjà. Et c'est l'argent que je vais récupérer. Voilà. Le professeur, est-ce que vous êtes satisfait? Ce que vous proposiez, c'est que vous voudriez plutôt qu'on laisse tomber le voleur et qu'on aille s'occuper de celui-là qui a reçu. Non, je ne dis pas ça. Le voleur, je le connais déjà. Je l'ai. Mais je veux récupérer ce qu'il a pris. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Vous suivez mon raisonnement. Je suis en train de suivre. Alors, allez-y, le professeur, vous voulez dire quelque chose, sinon on va passer la parole à Kassoum. Oui, monsieur Kassou est là. Bon, parce que j'ai eu un peu le débat qui est en train de changer un peu de forme là. Je voudrais dire au monsieur le professeur que Yves, ce qu'il a dit, peut-être l'a mal compris. Yves, il s'exprimait dans une idéologie panafricanisme. Voilà. Cela veut dire que non seulement le problème présent est le fond des problèmes, c'est-à-dire ce qu'on voit est le fond des problèmes.
vous avez posé la question à savoir si vous poursuivez un voleur, est-ce que vous allez chercher à savoir celui qui l'a envoyé ou bien c'est votre l'argent vous allez prendre? Mais monsieur le professeur, si vous arrêtez 10 voleurs, tant que vous n'avez pas arrêté celui qui les envoie, on va continuer à vous voler. C'est là même et d'ailleurs l'image de l'Afrique. L'Afrique, le temps d'Eya Dema, c'était quelqu'un, on dit dictateur des vieux politiciens, il fallait qu'il parte. Mobutu, Bokassa, Houphouët-Boigny, mais tous ceux qui ont remplacé ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Rien. C'est votre proverbe à vous, hein, votre exemple que vous avez donné. Ouais. Pourquoi? Parce que le fond des problèmes n'a jamais été réglé par les Africains. Le source, d'où viennent les problèmes? L'FMI n'est pas mauvais. Mais le problème, ceux qui dirigent et la façon dont c'est dirigé, c'est mauvais pour l'Afrique. C'est très mauvais pour l'Afrique. Quand vous voyez les systèmes, ça ne devait même pas être notre débat. Aujourd'hui, Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Faure qui est au Togo, même si on les chasse et qu'on n'amène pas quelqu'un qui est véritable panafricain, qui peut tenir vis-à-vis de toutes ces institutions, ça ne sert à rien. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il combat le système. Parce que si on combat seulement les individus, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas là forcément pour remplacer des hommes, mais nous voulons détruire tout un système. C'est ça le combat de l'Africain aujourd'hui. Quand on parle de franc CFA, même si aujourd'hui le CFA change et qu'on prend une autre monnaie, si cette monnaie n'a pas à nous, réserve monétaire n'a pas à nous, les décisions n'ont pas à nous, ça ne sert à rien. On peut faire comme la Guinée qui cesse de pas de CFA et qui prend une autre monnaie et puis se trouve dans une situation où il ne peut pas s'en sortir. Il ne faut pas changer seulement les noms, la forme et le système. Il faut changer les hommes et le système. Ouattara représente le système. Faure représente le système. Donc, chasser Faure, c'est chasser aussi le système. Donc, on peut, dans cette dit, il rentre au fond de la chose. C'est-à-dire, le voleur arrêté et celui qui l'a envoyé. Je vais vous donner un exemple et puis je finis par là. Vous savez, Mobutu a volé des milliards. Mobutu, c'est lui seul, ces fonds qui ont construit tout Matongé à Bruxelles, en Belgique. De son vivant, il y a une banque en Belgique qu'on appelle Banque Belge, Congo-Belge. Et cette banque, le même jour, parce que tous les fonds de cette banque viennent du Congo, le même jour que Mobutu est mort, le même jour la banque est tombée en faillite, c'est devenu des siens. C'est-à-dire que les mêmes bâtiments, les mêmes murs, les mêmes fonctionnaires, seulement ils ont changé le logo et la peinture. C'est devenu la banque d'un autre pays. C'est tout un système mafia qui règne l'Afrique. Le Congolais ne sait même pas que tout l'argent congolais qui a été pillé sur le sol congolais, qui se trouvait dans ces banques, ils ne connaissent pas le montant, ils ne savent pas le système. Donc Mobutu est mort, il est mort avec cet argent. Tout revient à la Belgique. Et je vous dis la même chose. Le président Félix Houphouët-Boigny a de l'argent au Vatican. Monsieur Nyawa, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Le président Félix Houphouët-Boigny a acheté des bâtiments et des banques, je dirais. Il a financé des banques en France. En 1984, l'argent de la Côte d'Ivoire a remonté l'économie française. On sait ça. Où est l'argent? C'est quel pouvoir en Côte d'Ivoire qui va s'arrêter devant les Français? Où est notre argent? Personne. Les 3 000 milliards qui sont au Vatican, M. Nyawa, y a-t-il un président en Côte d'Ivoire qui peut aller s'arrêter là-bas pour parler de ça? Je crois que c'est 6 000 milliards, M. Kassouma. Il y a ceux qui le volent et il y a des personnes qui profitent. D'accord. Je crois qu'on... Ceux qui reçoivent l'argent, Ouais. D'accord. ceux qui reçoivent l'argent et ceux qui font sortir de l'argent. Vous allez en Suisse et regardez le système suisse, le système luxembourgeois. Mettre l'argent sur un code bancaire qui vient d'ailleurs, c'est facile. Mais pour venir récupérer mon frère, tu ne sauras pas. D'accord, M. Kassoum. Donc, je vous en prie. Allez-y, allez-y, parce qu'on va passer aux autres. Donc, allez.
allez-y. Je laisse la parole aux autres. Allez-y. D'accord. Je crois que ce que vous avez dit, c'est beaucoup profond. C'est beaucoup profond. C'est pour cette raison, il faut toujours dénoncer le mal fait. Le professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais bien sûr, je dois réagir. D'abord, je voudrais dire que le nouveau panafricanisme que nous appelons de tous nos voeux ne doit pas être un panafricanisme qui essaie de protéger des médiocres parce que on veut coûte que coûte nous attaquer à ceux-là qui favorisent le pillage. Lorsqu'un chef d'État africain et ses ministres pillent leur pays pour aller déposer l'argent ailleurs, moi je ne vois pas pourquoi il ne faut pas les accuser, il ne faut pas les poursuivre avant même de penser à là où l'argent est déposé. Quelqu'un qui est tellement inconscient du point où il va piller son pays, sachant que l'argent là ne va pas lui servir. Pourquoi il le fait alors? On va me dire, on l'oblige. Alors, s'il ne peut pas s'opposer au pillage de son pays, il n'a qu'à céder la place à un autre qui peut faire le travail. Nous ne sommes pas dans un monde où les gens n'ont jamais réussi. Prenez le cas des pays comme la Malaisie, le Singapour et autres. Tous ces pays-là avaient subi le même sort que la Où sont ces pays-là aujourd'hui? C'est des pays avancés. Ils ne sont pas des surhumains. C'est des êtres humains comme nous. Donc, lorsque ces petits-là, les forts et autres, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir tête à ces gens-là, mais il faut qu'ils cèdent. Autant de Yadama, qu'est-ce que Yadama disait? À chaque fois que la France voulait lui dire, s'il vous plaît, mon général, il est temps de faire ceci, il dit, si vous ne voulez plus de moi, dites-moi, je vais partir. Quelle idiotie! Vous êtes élu par l'État français ou bien par le peuple togolais. Il dit à la France, si vous ne voulez plus de moi, dites-moi, je vais partir. Pas au Togolais. Et c'est ce que son fils est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, qu'on me dise que non, l'argent qu'il vole, pourquoi il vole alors? Alors c'est des kleptomanes. Ils volent pour voler parce qu'ils ont vu l'argent, leur mère les gratte, il faut voler pour aller jeter. Ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi moi je me dis que oui au panafricanisme, mais pas à un panafricanisme qui essaie de cacher les tares de ceux-là qui sont en train de détruire ce panafricanisme même, au profit de ces gens-là. Nous tous, nous savons que le problème africain, c'est que nos indépendances ne sont pas vraiment des indépendances, comme l'a dit Yves Kinao. Je suis parfaitement d'accord avec lui dans ce sens-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir par rapport à ça. Nous avons des gens qui disent que nous sommes capables de diriger nos pays. Ils viennent. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas tenir tête. Quand on leur parle, ils disent non, je suis obligé de me soumettre. De te soumettre à quoi? Pourquoi Macron ne demande pas l'avis du Togo avant de gérer la France et c'est aux Togolais de demander l'avis de la France avant de gérer le Togo? Pourquoi Macron ne vole pas l'argent pour ramener au Togo et c'est à nous de voler l'argent pour le remettre aux Français? C'est là, moi, je dis que quelque part, il ne faut pas faire de faveur à ces petits voleurs-là qui enrichissent les autres. Je vais vous donner un dernier exemple, je vais m'arrêter. À Goï-Mokoto, nous avons un politicien qui s'appelle Goï-Mokoto aujourd'hui. Il était directeur du port. Il avait été Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Le gars là, en ce temps, il fêtait des milliards chaque année. Écoutez bien, il fêtait des milliards chaque année. Un simple ministre, un employé de l'État. Lorsqu'il a eu des problèmes, il n'a pas pu tenir 3 ans en France. Jusqu'alors, moi, je le cherche pour lui demander où sont passés 5 milliards. Il volait l'argent, il mettait ça sous les autres noms ailleurs. Aujourd'hui, il ne peut plus aller les réclamer. Ça, c'est des êtres humains, c'est des gens avec qui il ne faut même pas défendre des gens comme ça. C'est des criminels. Il faut les punir d'abord et maintenant nous allons suivre les traces de l'argent là où ils ont déposé ça. Donc pour moi, il ne faut même pas chercher à disculper ou bien trouver des circonstances atténuantes pour ces gens-là. Nous savons que quelqu'un est derrière, mais lui qui, en homme et conscience, en homme digne, il se permet de faire quelque chose qui ne bénéficie pas à son pays, mais qui va bénéficier alors à l'autre. Il est quel type d'homme? C'est là où nous, on se dit que non. Oui au panafricanisme, mais ce n'est pas au panafricanisme qui va essayer de fermer les yeux sur les tares de ces apprentis sorciers qui sont en train de noyer l'Afrique. Vous avez raison.
D'accord. Merci donc, le professeur. Monsieur Adolphe Daga. Oui. Adolphe? Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec mes prédécesseurs et j'insiste sur le fait que le problème africain, je dis toujours, c'est l'Africain d'abord. Je peux accuser la France, les autres pays étrangers, peut-être à 20%, mais à 80%, j'accuse nous, les Africains. Quand tu discutes avec beaucoup d'Africains, oh c'est la France, oh c'est les Blancs, oh c'est la France. Mais pourquoi? Qui vole l'argent? Mais vous savez, tout le monde cherche l'argent. Si les Blancs, la France et autres sont là-bas, si vous voulez voler et pour leur amener, pourquoi ils vont refuser? Eux, ils vont prendre. Et plutôt même, c'est nous les Noirs qui les achetons pour qu'ils nous couvrent. C'est nous-mêmes qui leur demandons de nous aider à expatrier l'argent que nous volons de notre propre pays. Monsieur Kassou, vous parlez de l'argent qui sortait de Zaïre d'antan, constituant une banque en Belgique. Mais même si le roi ou bien le président ou bien whatever de Belgique demandait à Mobutu, amène ton argent, on va faire quelque chose ici. Mobutu est libre de dire oui ou non. C'est plutôt Mobutu qui volait l'argent, c'est lui plutôt qui allait là-bas. Ou peut-être les supplier, aide-moi à amener l'argent ici. Et c'est ça notre problème. Le système est là. Mais pourquoi c'est l'Afrique qui est toujours victime de ce système? De la Banque mondiale ou bien de la FMI? Pourquoi? Et non les autres pays? Mais les pays africains ne sont pas les seuls pays colonisés. Nous tous, nous le savons. Nous le savons. Corée du Sud, nous le savons. Singapour, nous le savons. C'est parce que nous, on ne veut pas changer la mentalité. On ne veut pas changer la mentalité. Faut être libre aujourd'hui de dire je vais quitter. Il n'a pas besoin d'attendre la France. Même s'il veut quitter, la France dit ne quitte pas. Et dit je quitte, qu'est-ce que la France va lui faire? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous me comprenez? C'est la méchanceté africaine qui fait que nous souffrons. Maintenant, M. Atisso, vous parlez de la corruption. C'est ça le nœud, la corruption. Quand j'étais allé au Togo, entre-temps, chaque jour, j'ai presque pleuré. Quand tu sors, les soldats ici, tu rentres ici, c'est l'argent. Donne-moi, 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 donne-moi. Ceux-là qui sont même plus riches que nous ici, toujours, il faut que tu leur donnes. Que ça soit même les religieux. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne vas voir quelqu'un qui est un peu différent. Hein? Non. Le système, ce n'est pas seulement le système international, c'est le système national aussi. Du petit jusqu'au grand, ou bien du président jusqu'au plus petit dans un village. Et au Togo, on parle de Tamea. On parle de Tamea. L'essentiel, et moi je vais dire à tous les panafricanistes, ce n'est pas de dire on s'attaque toujours à la France seulement. Le problème, c'est nous-mêmes. Il y a certains qui partaient, d'autres qui venaient, mais c'est le même problème. Burundi, mais Pierre Nkurunziza, c'est difficile de dire s'il vous plaît. Mais il était opposant. Les gens mouraient pour lui, pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, les gens meurent encore pour qu'il quitte le pouvoir. Le même cas de Kenya. Regardez, les gens mouraient pour qu'il accède au pouvoir. Aujourd'hui, les gens meurent pour qu'il quitte le pouvoir. Et pour le Togo, nous prions beaucoup. Et s'il faut comprendre que lui, il ne peut plus rien faire aujourd'hui parce que le système est trop pour lui et il quittait. Celui qui va venir là, il faut qu'il soit quelqu'un très rigoureux. Et commencez pas à attaquer la corruption. Si la corruption est attaquée et ça commence pas à changer dans nos pays, ça va changer aussi à l'extérieur. Alors, est-ce que je peux prendre la parole? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, je vais conclure pour dire que le cas d'Afrique, que Dieu nous trouve des gens qui peuvent se sacrifier pour l'Afrique. Si on ne trouve pas ces gens de personnes,
et on s'attaque toujours à la FMI, Banque mondiale, la France, on doit le faire. Mais c'est ça qui est second lieu. Le premier lieu, c'est nous d'abord. Merci. D'accord, monsieur Adolphe Daga, vous voulez que Dieu vous trouve déjà pour gouverner l'Afrique. C'est la même Bible qu'on vous a amenée aujourd'hui et vous êtes gouverné. Mais de l'autre côté, monsieur Kassou, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Oui. Allez-y, Kassou. Je voudrais dire à mes deux voisins de la table que nous sommes sur le même mais c'est parce qu'on se comprend mal. Ou peut-être vous m'avez mal compris. Non, vous comprenez. Non, pas du tout. Celui qui vole, pour moi et pour tous les panafricains, celui qui vole et celui qui l'a envoyé pour voler, ils sont les mêmes personnes. Mais personne n'a envoyé quelqu'un de voler. Okay, c'est nous qui volons. Monsieur, c'est ce que vous pensez. Le système de gouvernance d'une nation n'a pas une association. Ce n'est pas non plus une église. C'est un État. Et quand on parle d'un État, le fonctionnement d'un État, c'est différent de ce que vous croyez, monsieur. Vous ne savez, vous parlez de Burundi. Il était rebelle, il était dans une forêt. Qui l'a mis au pouvoir? Vous allez me parler de, par exemple, le Rwanda voisin. Qu'ils étaient aussi rebelles qui étaient dans une forêt. Qui les a menés au pouvoir? C'est la France et les États-Unis. Pas une génocide. Aujourd'hui, un pays francophone est devenu un pays anglophone. Alassane Dramane Ouattara est d'origine étrangère. Qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour qu'il devienne président? C'est la France. Et vous pensez que ces gens-là peuvent décider sans l'accord de ceux qui les ont envoyés? C'est un système. Laissez-moi finir. C'est un système. Vous êtes aux États-Unis. Regardez l'Amérique latine. Pourquoi l'Amérique latine ne vit pas les mêmes problèmes que les Africains? C'est parce que le combat de l'Amérique latine contre les États-Unis, c'était basé sur tout un système, sur la souffrance que nous avons en Afrique. Ils sont passés par là. Il faut reconnaître que pendant qu'on parle de la Chine, la dictature de la Chine, des Mao et autres, ils étaient concentrés sur un système, monsieur. Tant qu'on ne détruit pas ce système et qu'on passe notre temps à remplacer des hommes, ça ne sert à rien. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser Faure Gnassingbé au pouvoir. J'étais le premier à dire qu'il faut le faire partir tout de suite parce qu'il massacre les peuples. Donc on ne peut pas non plus chasser Faure Gnassingbé et puis on dit non, il faut caresser FMI. Mais FMI, d'où est l'argent? C'est vous qui êtes professeur. Je ne sais pas si vous êtes professeur d'économie, je ne sais pas. Mais nous savons tous comment le système FMI fonctionne. Il n'y a pas l'argent là-bas. Il prend de l'argent avec des États, il donne aux autres. Ce sont des marchés en quelque sorte. Alors, ce système-là, ça peut développer un pays africain. C'est à ceux-là de nous donner des ordres. Si on veut entrer dans ce système pour développer, prenons un autre jour et on va les développer. Le système FMI. Et chacun va comprendre qu'il n'a pas droit de parler d'un président même en Afrique. Et que tout le bordel, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi j'ai coupé sa cour pour dire ceux qui sont envoyés et ceux qui les envoyaient, nous les livrons un combat. Vous comprenez? Maintenant, si vous me dites non, le problème se situe seulement à Faure Gnassingbé. Alors là, je dis, Faure Gnassingbé, c'est son père, c'est la France qui l'a envoyé. Faure Gnassingbé était dans un avion quand il a décidé de prendre la tête de Togo. Mais c'est avec la caution de la France aussi. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui tout ce qui arrive au Togo, c'est seulement Faure Gnassingbé et chers camarades. C'est aussi Gnassingbé, y compris la France. Dans le deux là, il faut le combattre. D'accord. D'accord. Okay. Je crois qu'on va continuer. On va un peu continuer parce qu'on parle de l'économie. Si officiellement le phosphate togolais est encore géré par le Togo, officieusement il est connu que le vrai patron de la société nouvelle des phosphates du Togo est un Israélien, je dis bien, est un Israélien nommé Rafi Ederi, un ancien agent de la Mossad. Et quand on parle de la Mossad, c'est les services secrets israéliens et de la KESI, Parlement israélien. Des informations désignent que celui-ci, celui qui équipe, c'est lui qui équipe la très controversée Agence nationale des renseignements en matériel d'écoute et de torture et fournit
l'armement et la formation appropriée à la sécurité personnelle de Flore Gnassingbé. Alors voilà encore, parce que nous parlons de l'économie, voilà comment il faut savoir comment le phosphate togolais est géré aujourd'hui. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Sinon, je vais vous en fournir pour qu'on puisse discuter. Monsieur Kenao. Voilà, Monsieur Serge, vous voyez le cas du Togo au niveau de des phosphates. Les phosphates, pour moi, c'est la seule, en fait, c'est la seule richesse officielle que nous connaissons, dont dispose le Togo. Officiellement, ce sont les phosphates qu'on connaît. Nous, on sait qu'il y a le pétrole, qu'il y a l'or, qu'il y a d'autres choses, mais officiellement, on sait que ce sont les phosphates. Vous avez dit que ce sont les Israéliens, c'est un Israélien qui est à la tête de l'exploitation. Vous savez, les phosphates ont évolué d'une société privée à une société nationale, maintenant paranationale, c'est devenu encore privé. Et les fonds dont nous parlons, les fonds illicites dont nous parlons, proviennent en majorité de ces phosphates. Voyez. Maintenant, voyons la population togolaise. Si les phosphates sont vraiment bien gérés, ça peut diminuer le chômage, le taux de chômage au Togo. Parce que les revenus des phosphates par rapport à la population togolaise pouvaient quand même faire quelque chose. Mais les choses sont telles que, bon, je le répète encore, tout le monde veut avoir sa part. Le ministre, quand on va envoyer les phosphates, le ministre veut avoir sa part dedans. Le président veut avoir sa part dedans. Les étrangers aussi veulent avoir leur part dedans. Mais je le dis, je le répète encore, je ne sais pas s'il faut du temps à l'Afrique, mais à mes amis qui pensent que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont faibles, je ne partage pas 100%. Parce que je prends le cas de Thomas Sankara. Je ne sais pas si monsieur le professeur est prêt à mourir. S'il arrivait au pouvoir, la France lui dit, faites ceci, et il va dire non. Je ne sais pas si monsieur le professeur est prêt. Parce que des gens comme Sankara avaient voulu dire non. Nous voulons que ça soit 100% africain. Mais ils ne sont pas là. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ça le problème de beaucoup de responsables africains. Parce que d'abord, avant que l'Africain arrive au pouvoir, il doit avoir un sponsor à l'étranger qui doit le cautionner du début jusqu'à la fin. Donc, les phosphates, si on les exploitait bien, sans les influences extérieures, ça suffirait pour nourrir les Togolais. D'accord, mais c'est une seule propriété. Hein? C'est une seule propriété. Oui, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 7 millions. 7 millions seulement. 7 millions, et 7 millions, y compris les vieux et les enfants. On connaît officiellement que le phosphate est exploité, mais il y a encore du pétrole voilà, qui est pompé. Donc si c'était bien géré, tout cela pouvait permettre aux Togolais de vivre. D'accord. Nous ne devrions pas être à l'étranger ici en train de faire des travaux qu'on ne doit pas faire. D'accord. Merci, monsieur Yawa. Je vais rebondir d'abord sur le point que vous venez de soulever du pétrole. Quand on parle du pétrole au Togo, les gens pensent que c'est un mythe. Tout d'abord, on nous dit que le Togo a un port en eau profonde. Ça veut dire que le port l'eau du Togo là, c'est un peu profond. Et puis, la base de l'Atlantique, c'est comme ça penche comme ça vers le Togo. Et quand le Togo commence par exploiter ce pétrole, le pétrole du Ghana vient au Togo, ça descend vers le Togo, le pétrole même du Nigeria même la Côte d'Ivoire descend vers le Togo. Et les gens minimisent ça. Donc c'est pourquoi ils ont organisé tout ça là, le sommet de sécurité maritime. C'est pour nous faire taire. C'est pour nous je sais pas comment le mot que je vais appeler même. C'est pour nous laver qu'ils sont en train de faire un grand boulot, qu'il n'y a rien là-bas. Alors qu'ils sont en train de nous cacher quelque chose. Le pétrole qu'on exploite au Togo, ça va bientôt dépasser ce que le Nigeria exploite. Donc, le Togo, c'est un gâteau cher
à tous ces acteurs à ne pas laisser. L'Israël, qu'est-ce que l'Israël va envier au Togo? Donc, vous voyez ce qui se passe? Et récemment, les Italiens vont Les Italiens aussi vont venir. au Togo. Les Français, c'est leur propriété. La sécurité contre les djihadistes. Donc, c'est ce qui va se passer. Il faudrait qu'on comprenne que le Togo... Bon, revenons à la question. Vous avez parlé de phosphate. Je me rappelle bien, quand j'étais au CM2, il y a un professeur d'histoire géo qui nous faisait le cours. D'ailleurs, le Togo n'a pas été colonisé par les Allemands ni par les Français. Les gens disent ça, mais le Togo a été placé sous tutelle français. Et le Togo avait signé un traité de protectorat avec l'Allemagne. Donc, le Togo n'a pas été colonisé. Selon mes termes. Maintenant, ce professeur au CM2 nous avait enseigné que ce que les Allemands développaient au Togo en ce moment, les Togolais vont rester à la maison, ils vont prendre du salaire. Même les prisonniers seront payés. Les gens des autres pays viendront travailler à la place des Togolais. Wow. Donc, tout ça là était parti à l'eau avec la première et la deuxième guerre mondiale. Maintenant, c'est pour venir à ce que Yves Kenao avait dit. Et effectivement, si on gérait bien le phosphate seul, ça peut suffire pour nourrir le Togolais. 7 millions, mais même moins de 7 millions, y compris ceux qui sont à la diaspora. 9 000 Togolais à la diaspora. Voilà. Donc, c'est une question de bonne foi et de bonne gouvernance. Mais, pour avoir ce bonne gouvernance, il faut faire la guerre contre les prédateurs. D'où je rejoins M. Kassoum et Yves Kenao. D'accord. Parce que c'est un gâteau. C'était comme à la conférence de Berlin. Ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Aujourd'hui, ils ont morcelé l'Afrique et ils cherchent les requins qui sont riches. Et tout le monde sait. Bientôt, d'autres puissances vont venir. Vont venir. Je vous assure. D'accord. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour en parler, parce que il faut dire les choses avant qu'elles n'arrivent. De l'autre côté, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je crois que Kassoum ou bien le professeur, ou bien M. Daga. Oui, M. Daga. Oui, moi, j'insiste toujours sur ceci. Si le Togo est un gâteau et que les gens viennent partager, c'est tout d'abord la faute à ceux qui sont dans la maison et qui laissent la maison aux autres venir piller. J'insiste et je continue pas à insister. Sinon, si on parle du fait qu'on peut attaquer le système international, qui doit le faire si ce n'est pas le président? Et si on n'a pas un bon président, comment il peut combattre cela? C'est vrai que vous donnez l'exemple de Thomas Sankara. Oui, aujourd'hui, vous savez que les données ont changé un peu. Le temps de Thomas Sankara est un peu différent du temps d'aujourd'hui. Monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe. Non, laissez-moi terminer. Je vais juste prendre quelques secondes pour vous rappeler ceci. Non, laissez-moi terminer. Je suis un homme d'espoir et je sais que, par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire contre Gbagbo ne peut plus se passer dans un autre pays africain si les Africains ne veulent pas se laisser faire. Même ce qui s'est passé en Libye et votre frère, président Obama, qui aujourd'hui, il regrette ça. Si les Africains se lèvent, cela ne va plus se passer en Afrique. Cela veut dire que si nous, les Africains, en tant que président, on veut s'attaquer à ce système international, on peut le faire. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes corrompus et nous voulons même nous mettre à côté de ceux qui sont à l'extérieur pour pouvoir piller nos propres pays, que cela est très facile à ces gens de pays internationaux, des pays internationaux, de venir nous piller. C'est pour cela que j'insiste toujours que le problème c'est nous à 80% et j'accuse les autres à 20%. Si les jeunes m'entendent actuellement, c'est ça le vrai problème. Panafricaniste,
Si vous croyez que c'est toujours la France, c'est toujours l'Amérique, c'est toujours, vous pouvez prendre le pouvoir, mais les mêmes choses vont se passer. Vous allez continuer par voler et continuer par accuser les autres. D'accord. Alors, Monsieur Kassoum. Je peux intervenir, hein? Allez-y. Voilà, donc je voudrais dire, cher ami, ici que nous ne nous attaquons pas au système international. Nous nous attaquons à des colons, je précise, à des colons, des pays qui jouent un rôle impérialiste sur d'autres pays. Mais ces pays-là, ils ont une stratégie, faire de telle sorte que les représentations se retrouvent dans toutes les institutions. Donc quand il s'agit de prendre des décisions, les personnes qui les présentent prennent ces décisions à leur faveur. Cela ne veut pas dire que l'ONU est mauvaise, mais quand l'ONU prend une décision pour aller bombarder Kadhafi, c'est mauvais, mon frère. Oui, je comprends ça, oui. Voilà. Quand on décide de chasser Gbagbo, c'est mauvais. Mais ce n'est pas l'ONU qui est mauvais. C'est Jean Ping. Et c'est la pression de Sarkozy et Jean Ping. Comment on appelle? Choi plutôt, c'est pas Jean Ping. Choi. Donc, ces décisions qui sont prises par ces gens-là, on ne peut pas juger toute une institution. Même la CPI n'est pas mauvaise. Mais la façon dont elle est utilisée, tu lui rends mauvais, frère. Donc les panafricanistes, ils savent ce qu'ils font. Nous ne chassons pas des présidents pour installer des dictateurs. Vous avez parlé tout à l'heure de Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara, des personnes comme Thomas Sankara, ce sont des gens qui savaient que tôt ou tard, il allait être tué. Et il a dit à Addis Abeba, ce que je suis en train de dire, si vous ne me soutenez pas, le prochain sommet, vous ne me trouverez pas en vie. Donc il est conscient. Mais c'est des personnes qui font de leur vie un sacrifice pour notre combat d'aujourd'hui, frère. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas là pour accuser les institutions internationales. Mais nous accusons des personnes. Nous accusons un système. Nous combattons des individus. Et nous combattons tous les réseaux mafieux qui pillent l'Afrique. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure que Obama regrette, il regrette quoi? Obama ne regrette rien. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ah oui, mais ce qu'il dit là, il n'a pas besoin de lui dire ça. Il peut vous dire ça là-bas. Il ne peut pas nous dire ça, nous, les Panafricains. Parce que le système américain, quand tu arrives, tu es là. Tu es obligé d'exécuter ce qu'il y a à faire. Quand il a voulu devenir président, il savait que quand il allait venir, il ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il va empêcher de tuer les noirs. Le système est là. Le système est là. Et c'est là depuis des siècles. Même toi, mon frère, si tu deviens le président des États-Unis aujourd'hui, tu ne peux pas faire mieux qu'Obama. Tu vas faire la même chose que Trump actuellement. Ah oui, il faut provoquer. Mais parce que les guerres, dans une de mes vidéos, je disais, la guerre, avant qu'elle soit guerre, elles sont d'abord économiques. Donc les États-Unis ne déclarent pas les guerres parce qu'elles en vivent. Les États-Unis ne déclarent pas les guerres partout dans le monde entier parce que les États-Unis ont envie de faire la guerre. Mais c'est parce que cela apporte de l'argent. Ouais. C'est pour cela que je dis que le système est encore plus vaste. Bon, est-ce que je peux intervenir un peu? Oui, non, professeur, vous pouvez intervenir, mais je voulais vous apporter quand même une petite précision parce que nous sommes sur l'exploitation du phosphore. Et selon nos sources concordantes, la production du phosphore togolais a été prévendue, disons, plutôt bradée sur une période de 5 ans à ce titre israélien, à un prix dérisoire, soit 80 $ américains la tonne, alors que ce même phosphore sur le marché international est vendu à 175 francs, à 175 $. Mon cher, on dit que ce monsieur a ouvert des comptes dans un pays où il déverse cet argent. Donc ça veut dire que l'argent togolais va quelque part. Ceux-mêmes qui travaillent dans les champs, ils sont malades, ils ne sont pas malades, on s'en fout de leurs conditions. Là où même on exploite ce produit, peut-être que ça va disparaître d'un mois à l'autre. Il paraît qu'il y a une seule personne qui habite là maintenant. Donc, le professeur, c'était pour vous apporter quelques informations, allez-y.
Oui, non, le problème du phosphate togolais, je pense qu'il est connu de tous. Il y a, je pense, un politicien togolais qui a fait une analogie. Il a dit qu'un chat, lorsque un chat vient habiter chez vous, du moins une chatte, et elle fait des petits, des chatons, avant de quitter, elle n'emporte pas tout. Elle laisse au moins un chaton pour vous, pour votre hospitalité. Et il a voulu parler du cas de l'exportation du phosphate au Togo, à Keme et à Otoé, où tout le village est décimé. Les villageois sont les plus pauvres au Togo. C'est-à-dire qu'on vient, on prend la terre, c'est-à-dire que le phosphate, c'est de la terre, c'est gratuit. On ne fait rien au phosphate. On pue seulement, on va vendre. Et dire qu'on vend quelque chose de gratuit pour encore être en faillite, c'est là où nous sommes. C'est pourquoi nous disons que c'est nos dirigeants qui sont des criminels. Quels que soient les réseaux qui les manipulent, c'est eux-mêmes. Ils manquent de probité morale. C'est des gens qui ne sont pas capables d'être dignes. Par conséquent, ils ne doivent même pas s'approcher du pouvoir. Parce que ne peut diriger un peuple que des personnes dignes. Ce n'est pas le cas au Togo. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut tout faire pour que tout l'argent rentre dans la poche d'un seul individu. Pourquoi? Le village là à Otoé, qui est resté un village détruit, décimé. Voyez-vous, c'est la méchanceté dont nous parlons. Alors, il y a beaucoup de révélations qui ont été faites, ils vont les nier, mais tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. On a beau accuser ceux-là qui sont derrière, mais quand quelqu'un sait que je ne peux pas apporter le meilleur vivre à mon peuple, qu'est-ce qu'on fait? On cède la place à quelqu'un. Monsieur Yves Kirao m'a posé la question de savoir si j'accepterais de me sacrifier comme Thomas Sankara. Mais je vais lui dire, bien sûr que oui. Parce qu'aujourd'hui, les deux tombes, les tombes de Lumumba et, comment l'appelle-t-on, Sankara, ont plus d'honneur que nos présidents, le chef d'État africain. Cette tombe a plus d'honneur que ces chefs d'État africains. Parce que quand on appelle le nom de Lumumba ou Sankara, je sais, n'importe quel Africain essaie de se souvenir de ces gens-là. Essaie de souhaiter qu'ils auraient souhaité qu'ils puissent encore être là. Qui d'entre parmi les chefs d'État là que nous souhaitons être encore là? Dites-moi qui, nous aujourd'hui ici réunis, souhaitons que quand on dit le nom d'un chef d'État, on dit oh, on veut que celui-là soit encore là. Mais quand on dit Sankara, nous voulons qu'on aurait souhaité qu'il fût là encore. Quand on dit le mouvement, donc pour cet honneur-là, oui, je peux me sacrifier pour qu'au moins demain, ma tombe puisse être meilleure qu'un chef d'État vivant. Voilà, si vous êtes, monsieur le professeur, si vraiment vous tenez à votre parole, si vous êtes candidat, je vous soutiens. D'accord. D'accord. Je crois que. Félicitations. D'accord. Mon cher Kenao. Ouais. Vous l'avez tout à l'heure dit. Ouais. Peut-être que vous avez prophétisé, je ne sais pas. Mais on dit que tout ce bradage du phosphore togolais s'opère, faut-il le souligner, sous les regards complices des institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI, qui contrôle et qui donne les licences, tu vois, d'exploitation minière. Parce que eux, ils ont l'œil sur tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Alors, c'était pour apporter quand même ce que vous avez dit. Voilà, c'est vrai que j'ai compris le système. Tu sais, il y a longtemps que je suis dans la politique togolaise et internationale. Donc, comme je ne suis pas payé par quelqu'un pour dire ce que je dis, je suis libre de dire ces vérités-là. Ce sont des vérités qu'on ne peut pas dire. Mais bon, je ne suis pas sous contrat, donc je peux le dire. Je peux le dire comme ça. Vous savez, en fait, si je veux raisonner comme monsieur le professeur, c'est au Togo de donner les licences aux gens qui doivent venir acheter nos phosphates, qui doivent venir exploiter nos phosphates. Mais le Togo ne contrôle rien. Bon, je regrette de le dire, il y a des gens qui préfèrent qu'on les appelle monsieur le président,
hein, Mais juste parce qu'on est monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, même sinon ils n'ont rien, même s'ils ne gagnent rien, ils préfèrent qu'ils marchent avec ces manteaux-là. Bon, moi je suis de ces gens-là qui préfèrent vous dire la vérité, même si ça vous blesse, même si ça vous énerve, que demain en me voyant vous allez dire que si j'avais suivi le conseil de cet homme, je serais ici. Donc, je dis qu'en principe, le Togo devrait fixer les modalités d'achat, d'exploitation et de vente. Mais Votre terre elle-même ne vous appartient pas. Voilà, bon, voilà. En fait, c'est au Togo de dire les habitants qui sont sur les parcelles d'exploitation doivent bénéficier de tel pourcentage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paysan à qui appartient la terre, on l'indemnise. On lui donne quelque chose, on lui permet d'aller s'installer confortablement ailleurs. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas au Togo et des familles sont là à se plaindre. Bon, elles ne le disent pas ouvertement, mais elles le disent dans les coulisses, ce qu'elles subissent. Les familles sont exploitées, voilà. En quelque Donc, sorte. En fait, c'est ça, l'absence de l'indépendance. Tout ça, là, ce sont les conséquences de l'absence de l'indépendance. Parce qu'un pays, en fait, indépendant, réellement indépendant, n'a pas besoin de leçons à recevoir de quiconque que ce soit. Les États-Unis n'ont pas besoin de leçons à recevoir du Togo ou de la France pour exploiter tel gisement ou tel gisement. Et les États-Unis fixent le taux. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne sommes pas indépendants. D'abord, chers Africains, cherchons à être indépendants. Et cette indépendance, si nous tous nous sommes panafricanistes, de vrais panafricanistes commencent d'abord par se déchaîner de systèmes qui nous torturent. Nous devons, et ça je suis d'accord avec mon ami Kassoum, nous devons briser cette chaîne-là. Si un jour nous voulons avoir des présidents libres pour décider le bien-être de nos populations, nous devons rompre systématiquement avec ce système. Moi je vous dis, d'abord je commence économiquement par la Banque mondiale et le FMI. Les deux institutions-là sont plus que des institutions politiques. Nous devons systématiquement nous dégager de ces deux institutions. Si quelqu'un, une bonne volonté africaine, riche m'écoute, que cette bonne volonté-là commence par financer les pays africains. S'il vous plaît, parce que je ne voudrais plus encore que ces institutions internationales continuent par s'ingérer dans la vie des individus africains. Je vous dis bien. Bon, pour le moment, je m'arrête là. D'accord. Monsieur Atissou, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne passe sur la sortie du président américain? Non. Je remercie seulement les panélistes. D'accord. Merci. D'accord. Je crois que si vous n'avez plus quelque chose à dire de l'autre côté, on va passer au deuxième chapitre. J'aimerais dire quelque chose. Monsieur Daga, vous voulez intervenir, allez-y. Oui, je suis d'accord avec la conclusion de monsieur Kenao, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Quand il parlait du prix par exemple, des phosphates fixés par l'institution internationale, ok? Et il dit que nous ne pouvons pas fixer ces prix. C'est ce mot que je veux qu'on change en tant que panafricaniste, pour dire que nous pouvons fixer les prix. Si nous avons cette volonté, même si nous allons mourir, pour que nos tombes ont de précieux noms, comme le professeur l'a dit, c'est à nous de commencer par dire nous pouvons le faire. Parce que si nous disons nous ne pouvons pas, nous allons rester toujours dans cette logique. Et quel que soit panafricanisme, vous êtes arrivé là-bas, vous allez dire aux autres, ah vous savez, je ne peux rien faire, et vous changez la veste. Je vais vous dire que nous pouvons le faire. Prends l'exemple du Bénin. Quand Bolloré voulait prendre le port, le président béninois dit, mais tiens, c'est notre marché, on lance le marché, c'est lui qui a gagné le bid, on lui donne. Ce n'est pas la France de me dire, donner à celui-ci, ou bien peut-être tu m'as financé que je vais faire ceci ou cela. Mes frères, nous avons la force en nous en tant qu'Africains. Nous avons cette force. C'est parce que nous sommes voleurs que nous sommes d'accord avec ces institutions
réduisent les prix parce que nous voulons leur protection pour rester là-bas. Et des fois, c'est nous-mêmes qui les achetons en donnant des 5 milliards aux candidats, en finançant leur campagne. Moi, Adolphe Daga, je vous dis, si un jeune m'écoute, aujourd'hui, dis-toi que tu peux changer ce système. Et n'oublions pas la corruption intérieure. Ça, n'oublions pas ça. Parce que même l'argent que nous avons au Togo même, l'argent qui ne sort pas, hein, qui est au Togo, si c'est bien géré, les Togolais sont à l'aise déjà. Allez au Togo pour voir comment est-ce que les gens pillent. Les gens qui sont à l'intérieur, ils pillent le pays. Et ils gardent l'argent. Ils font même des greniers d'argent dans leur chambre. Je m'arrête là-bas. On va en revenir après.